Le reboot de Blade pour le MCU encore décalé après avoir perdu son deuxième réalisateur. Un Marvel Studios, il nous invente Blade, le vampire qui ne sort pas le jour, mais pas la nuit non plus. Il ne sort pas du tout. Tout ça, je pense que c'est un complot de Sean Paul, puisqu'il y a 20 ans, quand je l'écoutais, il avait la bouche d'un type qui peut bouffer de l'ail. Mais vu sa transformation dentaire aujourd'hui, je pense clairement qu'il veut le rôle de Blade ou alors celui de Dracula. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 454e JT Comics et l'acteur Ian McKellen a fait une chute de la scène du théâtre sur laquelle il jouait. Il a été transporté aux urgences. La dernière fois que je l'ai vu faire une chute, il s'est battu contre un taureau ailé un petit peu énervé et complètement sadomasochiste. Et après il est revenu complètement prêt pour aller voir un match de Roland Garros, habillé tout en blanc. Donc là, il doit être en train de montrer le bout de son bâton luisant à 2-3 infirmiers. Il va carrément nous revenir transparent, force à lui et fuyons pauvre fou vers les news de la semaine. Se faire une toile. Dans l'actu ciné-série des adaptations de nos comics favoris à l'écran, The Boys, la série dont les scènes sont toutes plus explicites et plus gore les unes que les autres. The Boys, dont la saison 4 vient de démarrer en trombe, malgré quelques critiques négatives, notamment d'une partie du public qui vient à peine de réaliser le sous-texte satirique, le sous-texte politique, avec les allusions à Trump, notamment grâce au personnage de Homelander. C'était très peu subtil, mais ils viennent de le voir et ils sont fâchés. C'est produit par Amazon et Amazon n'avait qu'une seule consigne pour cette saison 4, une seule interférence éditoriale. Alors est-ce qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait un petit peu moins de démembrement, moins de fracassage de crâne, moins de scènes de sexe, moins de gens qui se battent tout nus, un petit peu comme Eric Ciotti quand on est venu essayer de le déloger du siège des Républicains la semaine dernière. Non, pas du tout. Leur seule demande, elle concerne la parodie d'Aquaman, The Deep. Ils ont demandé, est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu moins de scènes où on voit The Deep baiser un poulpe, Ambrosius en l'occurrence, non pas qu'on vous l'interdise, ils ont dit, mais on aimerait que ça soit montré de façon un petit peu plus élégante. Alors je sais pas ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut mettre un filet d'huile d'olive avant la pénétration, je n'en sais rien, en tout cas ça tombe bien puisque Eric Kripke ne comptait pas montrer ce genre de scène pour la saison 4. Amazon dit que c'est parce que les lois sur la zoophilie sont un vrai bourbier, je veux bien les croire, mais du coup eux là ça les oblige à venir enculer des mouches pour demander à ce que ce genre de scène se passe de façon élégante. En tout cas je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de The Boys dans les commentaires. Est-ce que le reboot de Blade va devenir le nouveau The Flash en termes de galère de production? C'est fou puisqu'en 1998 quand sort Blade, c'est lui qui donne un petit peu l'impulsion pour avoir toute cette nouvelle vague de films super-héroïques des années 2000, avec un personnage complètement outsider, complètement étrange comme celui de Blade. Alors ça ouvre la voie à Spider-Man, aux X-Men, mais ça c'est les grands favoris. Mais pourquoi pas aussi à Marvel Studios avec son Iron Man qui était à l'époque loin d'être aussi populaire que ce qu'il est maintenant. Alors si Blade a contribué à donner naissance indirectement au MCU, pourquoi est-ce qu'il a autant de mal à y renaître à l'intérieur de celui-ci en 2024 Ils ont perdu Bassim Tarek, le premier réalisateur, maintenant Yann Demange, ils avaient quand même Nick Pizzolatto, le co-créateur de True Detective, pour écrire le premier script, qui a déjà été réécrit 2 fois par 2 personnes différentes depuis. On sait qu'ils veulent tourner ça avec un budget inférieur à 100 millions de dollars, et pourquoi pas, là les fans demandent à ce que Jordan Peele intervienne et prenne le relais, peu importe, mais en tout cas faites ça bien. Alors attention, l'homme descend du singe, mais le singe est coriace et peut résister à pas mal de choses, notamment résister à un nouveau changement de pouvoir, puisqu'on va avoir droit à une saison 2 pour Hit Monkey, le dernier projet du label Marvel Television avant qu'il ne soit ravalé par Marvel Studios, puis finalement recraché, puisque maintenant ils veulent segmenter, et qu'on sait que la série Agatha All Along sera estampillée Marvel Television à nouveau. Il y a de quoi s'y perdre, et puis alors attention, je ne sais pas quelle scène de Superman tourne James Gunn, qui a invité en plateau des amis producteurs, réalisateurs à lui, et l'acteur Chris Pratt, qui connaît bien des Gardiens de la Galaxie notamment, mais regardez-moi cet air sérieux, Chris Pratt on dirait mon beau-frère au PMU quand il vient de parier tout l'argent du compte commun sur Petite Lune dans le couloir 3. Bon, et puis attention, appelez les désinsectiseurs les scarabées pullules, puisqu'on sait qu'après le film qui lui a été consacré, on va revoir Blue Beetle pour son entrée officielle dans le DCU à l'occasion d'une série animée sur le personnage. Il y avait déjà The Brave and the Bold qui lui faisait la part belle. On ne sait pas si Cholo Maridueña sera impliqué dans le projet, mais vu ses réactions, on peut penser que oui, et puis après les scarabées, moi il me tarde de voir l'araignée James Gunn qui continue de tisser soigneusement son univers d'ici tout nouveau, puisqu'on a appris que Creature Commandos en fait commencerait directement à la fin de la saison 1 de Peacemaker, avec une Amanda Waller un petit peu les mains liées de ne plus trop pouvoir utiliser des humains suicidés, donc elle va se rabattre sur un commando de créatures monstrueuses, et c'est intéressant de savoir que des actrices, des acteurs comme Frank Grillo, Viola Davis vont reprendre leur rôle
aussi bien en doublage qu'en prise de vue réelle quand ils apparaîtront dans le DCU. C'est une drôle de façon d'interconnecter les choses et il me tarde de voir ça, surtout que James Gunn continue d'être le boss qu'il est en termes de défense, de meilleur avocat des comics, puisqu'il a fêté l'anniversaire de Kendra Saunders dans sa première apparition dans le costume de Hawk Girl, et on sait que ce sera elle et non pas Shayra Hall qui battra des ailes dans le film Superman. Il me tarde de voir ça. Chiasse. Trop c'est trop, et après avoir remisé son papier calque lorsqu'il a découvert Midjourney et les vertus de l'intelligence artificielle, eh bien l'artiste italien Francesco Mattina a fait un petit peu comme avec le pesto, il en a mis partout, il en a abusé clairement, notamment sur cette dernière couverture variante pour Superman, où le doute est très peu permis étant donné qu'il a inventé le seul logo de Superman avec un double menton, un super goitre, ou alors Superman SS, ça va cartonner en ce moment, bref, ça prouve que le comité de validation des couvertures variantes de DC est composé de Gilbert Montagnier, Stevie Wonder et Daredevil, et surtout ça vient renforcer toute une série d'accusations d'utilisation de l'intelligence artificielle ici, de vol purement et simplement de dessin ou de design de statut sideshow par l'artiste. Voler des dessins pour les recopier sans aucune âme, en fait c'est peut-être Francesco Mattina qui a carrément inventé l'IA, alors c'est rare que les artistes se fassent des guerres ouvertes, normalement ils sont plutôt solidaires, mais là après d'autres, c'est au tour d'Adi Granov de dénoncer le comportement de l'Italien en disant qu'il ne comprend pas pourquoi des éditeurs donnent encore du travail à ce type, pourquoi personne ne voit que ce genre de pratique est totalement nocif pour la communauté entière des artistes comics qui travaillent dur. On ne parle pas d'une référence photo, ce qui est normal, on ne parle pas d'un modèle vivant, on ne parle pas même d'une assistance numérique pour telle ou telle perspective ou telle rue sur Google Street, j'en sais rien, on parle carrément d'un braquage à l'italienne. Alors je sais que c'est important de mettre de la bolognaise dans les spaghettis, que parfois les éditeurs donnent des deadlines aussi serrés qu'un polo Giorgio Armani, mais quand ils décalquent un dessin et qu'ils le retournent à l'identique, c'est nous aussi qui le retournent. Et regardez, il n'a même pas pris le soin de changer la posture du pied de ce dessin qu'il a volé à Inucli, je sais pas pourquoi DC, alors que Marvel a arrêté de travailler avec lui aux alentours de 2018, je ne sais pas pourquoi DC ne voit toujours pas que ce type est aussi bancal que la tour de Pise. Sauf peut-être si les éditeurs s'en battent royalement les couilles, il faudra bien faire attention quand l'IA aura été mieux réglementée, mieux légiférée un petit peu partout, de comment les éditeurs vont s'en servir sans aucun scrupule, là il va falloir faire pression. Comics Sutra. Dans l'actu purement comics de la semaine, on arrive à un numéro charnière de la grande série saga de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples, le numéro 69, et les créateurs nous promettent que ça sera un chapitre sexuel dans lequel le slogan, eh bien, c'est de vieux alliés prennent de nouvelles position et une couverture qui laisse peu de place au doute. Oui, ça a bouffé de la viande crue à foison. C'est complètement marrant quand on sait que la série Catwoman également arrive à son numéro 69 et du coup on se demande si Batman dormait enfin comme une vraie chauve-souris complètement à l'envers, surtout quand on se souvient de ce que Zack Snyder avait posté probablement à l'occasion de la journée mondiale du Carpaccio, ça promet. Et puis alors attention, on avait l'habitude de voir Donald Duck en tant que canard laqué de son oncle Picsou, et bien on va le voir à l'occasion d'un récit unique, un one-shot en Dieu du tonnerre. Et si Donald Duck était devenu Thor, en gros, puisque à l'occasion d'un What If, eh bien, on va revisiter l'histoire de Disney, de Marvel et de la mythologie nordique, privatisée par les deux premiers. Bon, pourquoi pas, c'est rigolo. Alors attention, je dis pas que Donald Duck n'est pas digne, loin de là, je l'adore, mais si ça devient aussi facile de soulever Mjolnir que de fumer Amsterdam, ça perd un petit peu de son cachet. Un petit peu d'ailleurs comme le logo de Marvel Comics qui a été refondu et qui vient se calquer totalement sur le logo de Marvel Studios, Marvel Animation, Marvel Television, Marvel Ryan B. Fever, même si on nous dit que ça ne sera pas imprimé sur les comics, mais que ça sera plus pour la partie corporate business et les réseaux sociaux. Donc on verra bien. Et puis en parlant de nouveaux logos, le Front Populaire vient à peine d'émerger et d'ici fait du clientélisme, c'est gauchiste, en sortant un récit qui signe la fin de Plastic Man No More par Christopher Cantwell et Alex Lins, un récit qui sera sur le Black Label, le label mature adulte de chez DC, mais ne vous attendez pas à voir son tube en PVC, jurisprudence Bathtub oblige. En tout cas, après un incident qui modifie sa structure cellulaire, ses heures vont être comptées, il va pas peut-être avoir le temps de se repentir du passé qu'il a cherché à fuir, d'autant qu'il va apprendre que son fils a hérité aussi d'un certain penchant pour le crime comme lui à l'époque. Bon, au pire, si ça marche pas, DC n'aura qu'à recycler comme leur ex-éditeur en chef qui revient, Dan Didio, qui revient chez DC à l'occasion d'une anthologie où il va s'occuper avec Maria Sanapo du personnage de Nightwing, We Know What You Did Last Crisis, un petit peu d'horreur, un petit peu de comédie, et quand on sait, il dit qu'il ne pouvait pas refuser cette offre puisqu'il avait une affaire à terminer
terminé avec Nightwing, quand on sait qu'il a joué avec l'idée de tuer le personnage depuis des années et des années, eh bien peut-être que là il va être enfin celui qui va signer un deuil dans la famille, mais version Dick Grayson. Chez les indés, Something is Killing the Children va avoir droit à un préquel sous forme du numéro 0 où l'équipe originale revient pour nous livrer les origines d'Erika Slaughter. On sait aussi que deux artistes que j'adore, Daniel Warren Johnson et Riley Rossmo, sortent un nouveau titre, The Moon is Following Us, où on voit deux parents essayer de sauver leur fille de 6 ans qui a été enlevée par une force maléfique. J'adorerais traduire ça hein, si ça sort chez Urban. Et puis on sait aussi que le nouveau Ramvi sera avec l'artiste Joel Jones, s'appelle Through Red Windows, et ça viendra un petit peu mélanger du Edgar Allan Poe avec un petit peu la vie de riche à la succession, hein, puisque c'est un riche financier qui va accueillir son protégé dans un grand immeuble, un grand gratte-ciel en gros, et que chaque porte est peuplée des cauchemars de leur vie, hein, et donc au fur et à mesure qu'ils montent, au plus c'est horrible, hein, il me tarde vraiment de lire ça, c'est deux super artistes. Et puis attention, regardez dans votre pot à pièces rouges, si vous avez quelques millions qui s'y sont accumulés ces dernières années, eh bien sachez que l'éditeur Delcourt sera en quête d'un repreneur, c'est une rumeur, hein, mais celui qui reprendra Delcourt aura dans sa main les licences Badass de Bruno Bessadi, les licences Hellboy, Criminal, Bone ou encore Spawn, hein, venez, j'ai presque envie qu'on se cotise. Lisez, cette semaine j'ai rien lu d'exceptionnel, je lutte contre une envie furieuse de relire tout Criminal, surtout depuis que j'ai appris qu'Ed Brubaker et Sean Phillips planchent sur un nouveau comics Criminal, hein, qui sera dans le format plutôt gros de Un été cruel, hein, et c'est complètement fou. Enfin, moi la série me donne une excitation dingue, c'est juste que j'ai pas le temps de le faire. J'ai quand même lu X-Force 49 à la fin de la série X-Force de Krakoa, hein, et je vous avoue, je ne veux pas vous spoiler, mais sans... voilà, je suis content des rebondissements, notamment poilus et bleus, qui s'y déroulent. Hein. Le Fauve, pour moi, c'était un des grands perdants de l'ère Krakoan. Et je comprends, bon, pourquoi pas le ressort narratif d'en faire ce fou aliéné et ultra sécuritaire, mais... Imaginez un petit peu hein, le Fauve avec son intellect brillant et le bon fond qu'il avait à ses débuts, comme il aurait pu apporter à Krakoa tout entière et aussi à l'humanité tout entière. Hein, bon, voilà, après, c'est pas grave, on verra ce qu'ils en font dans la prochaine ère des X-Men. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça fait chaud au cœur. Hein, je vois aussi tous vos commentaires sur YouTube hein, quand vous réagissez, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Et vous me faites souvent beaucoup rire, hein. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux où je poste un petit peu des choses, et notamment hein, l'appel au message pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 454 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Rare image de Wong complètement bourré, déchiré, hein, et quand il y a trop d'yeux de Margarita au fond du gosier, et bien finalement le nouveau sorcier suprême est comme tout le monde, hein, il oublie comment on ouvre le portail.